À Pékin, il y a une hystérie utérine. 50 millions de barils de pétrole vénézuélien déjà chargés dans des pétroliers pour la Chine, d'ailleurs, sont détournés par Trump et vont tranquillement vers le Texas et la Louisiane. Trump a interdit au gouvernement de transition, qu'il a qualifié de provisoire, de Rodriguez de négocier avec les ennemis des États-Unis, bien que formulé autrement. La direction chinoise est alors restée silencieuse et menaçante. Oui, la Chine prend, il me semble, environ 80% des exportations de pétrole brut du Venezuela. Et le président Trump n'autorise pas le gouvernement provisoire de Delcy Rodriguez à envoyer des cargaisons en Chine. De plus, l'administration Trump a dit à Rodriguez « Eh bien, écoutez, vous devez rompre les relations économiques avec la Chine. » Et alors, quelle a été la réponse de la Chine? C'était rhétorique, mais il n'y a pas eu de riposte. En réalité, la Chine semble surtout faire du bluff et des menaces creuses, mais n'est pas la superpuissance que l'on croyait la semaine dernière. C'est Gordon Chang, auteur de nombreux livres et monographies sur la Chine, conseiller indépendant de Trump et analyste chez Fox News. Vous savez, en ce qui concerne la capture de ces pétroliers, les Russes menacent en réalité de couler des navires américains. Les Chinois gardent le silence, ce qui montre en réalité qu'ils connaissent les limites de leur capacité et ils ne cherchent tout simplement pas à s'opposer au président Trump. Eh bien, je veux dire, regardez, nous savions que la Chine ne serait pas satisfaite de cela. Je veux dire, la Chine soutenait le Venezuela et collaborait avec Maduro sur de nombreux plans. Mais le problème supplémentaire, c'est que le fait que le président des États-Unis domine l'infrastructure pétrolière là-bas, au Venezuela, doit être un vrai camouflet pour Pékin. En ce moment, que vont-ils faire? Selon toi, comment réagiront-ils? Ils ne répondront tout simplement pas de manière significative parce qu'ils ne le peuvent pas. Je pense que la Chine réalise actuellement sa grande vulnérabilité car elle perd non seulement le Venezuela, mais aussi l'Iran. Puisque le nouveau gouvernement là-bas pourrait ne pas être aussi amical envers les Chinois que l'actuel. La Chine absorbe plus de 90% du pétrole brut exporté par l'Iran. Elle devra donc lutter pour ses ressources énergétiques. Si l'on considère que l'énergie est la pierre angulaire des sociétés, les États-Unis, premiers producteurs de pétrole depuis 8 ans, sont aussi les premiers producteurs de gaz naturel liquéfié. Les États-Unis dominent vraiment, surtout parce que nous contrôlons désormais 303 milliards de barils de réserves prouvées du Venezuela, en plus des relations d'Exxon avec la Guyane voisine et de nos excellentes relations avec les États du Golfe Persique. Ainsi, les États-Unis se trouvent actuellement dans une position très enviable en ce qui concerne cette ressource énergétique essentielle. Donc le Venezuela. 80% de leur pétrole allait en Chine, 90% du pétrole iranien allait en Chine. Eh bien, cela représente environ 2 millions de barils par jour, soit 15% de ce dont la Chine a besoin pour produire ses biens et subvenir aux besoins de sa population. Bien sûr, cette quantité peut être trouvée chez d'autres fournisseurs, mais à cause des sanctions, la Chine recevait ces 2 millions à des prix très avantageux. Environ 6 à 10 dollars par baril, le baril moins cher. Eh bien, qu'est-ce que cela signifie? Une augmentation immédiate du prix de leur pétrole de 6 à 10 dollars par baril. Donc ce n'est pas catastrophique, cela signifie un coût pour la Chine, pas catastrophique, mais je dirais même que c'est plutôt un coût politique qu'économique. Aussi une position affaiblie lors des négociations commerciales avec les États-Unis. Oui, c'est un excellent exemple de la façon dont le président Trump a regardé autour de lui et a dit « Ce que nous avons fait ces 25 dernières années n'a pas fonctionné ». Le Venezuela a continué de sombrer, causant de plus en plus de problèmes dans notre pays. Ils ont expulsé 8 millions de citoyens désespérés de leur pays. Vous savez, certains d'entre eux sont maintenant, bien sûr, d'excellents travailleurs américains, mais beaucoup d'entre eux sont des criminels, des trafiquants de drogue, des personnes en situation désespérée. Ils ont déstabilisé les marchés pétroliers en baissant leur production sans compenser par les revenus de la drogue, ni par leur alliance avec la Russie et l'Iran. Cela n'a pas profité à l'hémisphère occidental, cela n'a pas profité à l'Amérique, et nous avons simplement vu comment cela se passait. C'est le ministre de l'Énergie des États-Unis. Comme vous l'avez remarqué, il a dit qu'en gros, nous n'aimons pas le partenariat russo-chinois juste sous notre nez, et combien de temps allons-nous contrôler le Venezuela? Voici ce que Cable News Network, qui déteste Trump, dit à ce sujet. Sous-titre.
Ils n'ont pas de date précise pour combien de temps ils veulent essentiellement contrôler l'exportation du pétrole vénézuélien. Et cela correspond à ce que nous avons entendu de la part des représentants de l'administration lorsqu'ils ont exposé leur plan lors de la réunion avec les législateurs au Capitole hier. À savoir qu'ils prévoient essentiellement d'extraire du pétrole du Venezuela et d'essayer de contrôler toute cette opération indéfiniment. Ce terme a été largement utilisé, notamment par le ministre de l'Énergie, Chris Wright, lors de son intervention à Miami hier. Cela me paraît évident. Cela soulève beaucoup de questions, surtout de la part des législateurs et des démocrates qui, contrairement à leurs collègues républicains, affirment essentiellement qu'ils craignent que nous nous engagions dans une intervention prolongée. Ici, dans les affaires d'un gouvernement étranger qui a effectivement une base juridique douteuse. Donc bombarder la Libye sur ordre de Barack Obama et Hillary, c'était normal. Détruire, disons, Belgrade, oui, sur ordre de Clinton, c'est même avéré être une bonne chose. Mais sans un seul Américain tué et sans combat sur les champs du Venezuela, expulser de là-bas les cartels et les ennemis des États-Unis, ça, c'est illégal. Bon, utilisons un peu de bon sens et essayons de comprendre la situation par nous-mêmes. Nikit, un homme politique lié au trafic de drogue, perd les élections, prend le pouvoir par la force militaire, tue, arrête, expulse l'opposition et leur famille. Eh bien, disons par exemple Loukachenko, oui, pour prendre un exemple plus proche de la Russie, de l'Ukraine, de ce monde-là. Il confisque aussi les autres biens aux propriétaires, dont son patron est mentor. Donc, Hugo Chavez a tout pris, il a quasiment tout terminé, comme on dit, il a tout récupéré, il ne restait plus grand-chose à Chevron, il a fini par tout prendre. Des tribunaux internationaux sont saisis contre lui, et ces tribunaux décident qu'il doit payer des indemnités pour les dommages causés, car il les a causés de manière totalement illégale. Donc d'un côté, la drogue, de l'autre côté, la rébellion militaire, pour ainsi dire, et un total mépris, si l'on peut dire, pour les élections. Et en plus, il a, pour ainsi dire, volé aux États-Unis, il s'est appuyé sur ce tribunal, donc sur l'Organisation des Nations Unies et tout le reste. Et ce cher homme ne rend rien, il pousse donc hors de son propre pays, le Venezuela, 7 millions d'habitants en créant des conditions de famine. Comme, autrefois Staline, presque, autrefois Staline a fait pire, oui, il a donc organisé l'Holodomor en Ukraine et au Kazakhstan. Et les Vénézuéliens ont eu plus de chance, je dirais, ils avaient un plus d'endroits où fuir. En union des républiques socialistes soviétiques, il n'y avait nulle part où aller et pas d'ordre non plus. Eh bien combien 6 plus 2, probablement 8 millions de personnes sont mortes de faim. Quand on abat la forêt, les copeaux volent, comme disait Vissarionovitch. Donc les copeaux, c'est nous, 8 millions de personnes. Le génie vénitien, contrairement au génie soviétique, a ensuite invité dans son pays les ennemis des États-Unis, tous ceux qu'il a trouvés, et leur a permis d'organiser des centres pour lutter contre l'Occident. Donc d'ailleurs, apparemment, il était juif séfarade, selon les rumeurs. Ses deux grands-mères étaient un juif, il était devenu le meilleur ami des gens qui voulaient détruire 6 millions de juifs en Israël, et autant en Europe et aux États-Unis. Le Venezuela extrayait du pétrole développé par les Américains, sans argent, possibilité, connaissance ni intelligence, ils n'avaient rien. Les Américains sont venus, ont exploité et payé pour leur développement. Leur pétrole était transmis au Venezuela, ce pétrole allait aux ennemis de l'Amérique, ils importèrent des drogues aux États-Unis, en grande partie livrées depuis la Chine, et à chaque instant ils proclamaient haut et fort à quel point ils détestaient les impérialistes américains. Sous la protection des États-Unis, un centre de haine et de lutte contre eux s'est formé. Un avant-poste des ennemis des États-Unis, agissant activement. Pour que nous allions mal, ils ont organisé là-bas un certain centre, dont l'activité principale était de faire en sorte que nous allions mal. Donc quelques autres pays de la région, comme Cuba, recevèrent des subventions du Venezuela pour lutter contre nous. Elle est déjà très proche, à portée de vol de tout missile livré d'Iran, de Chine ou de Russie. À la suite de toutes ces actions complexes, les États-Unis ont décidé de rendre à la Venezuela son gouvernement légalement élu, de rétablir la production de pétrole et d'expulser les ennemis des États-Unis du bassin des Caraïbes. Eh bien rendre, comme on dit. Ce n'est pas une révolution, mais une contre-révolution, je n'aime pas les révolutions.
Donc chasser l'usurpateur et le tyran, chasser les cartels de la drogue, chasser les organisations terroristes, chasser les ennemis des États-Unis avec leurs missiles, ou peut-être laisser les missiles et simplement les chasser eux. Alors lui, dit le rédacteur, vous n'avez pas ce droit, non, non, et Donald Trump dit pourquoi pas. C'est stupide, ça ne profite qu'aux bandits, et c'est mauvais pour nous. Pourquoi devrions-nous suivre cela? Voilà la stupidité de ce que vous nous dites, c'est enfin absolument incompréhensible. Pourquoi faire ça? Donc, ce qui était interdit est devenu permis. Et vous, mesdames et messieurs, qu'en pensez-vous, permis ou interdit? Au fait, si vous voulez aider la chaîne, soutenir la chaîne, nous avons un lien pour les dons un peu plus bas. Il y a aussi le parrainage dans la description. Le parrainage de la chaîne pour 4 $ par mois, enfin. Si vous pouvez, plus c'est mieux, mais 4 c'est le minimum. Nous vous serons reconnaissants. Si vous vous abonnez pour 1 an, cela revient même à seulement 3 $ par mois. De plus, pendant les 3 prochains jours, mon livre Capitalisme Santin en russe sera gratuit. Il y a aussi un lien là-bas, vous pouvez la télécharger et vous serez automatiquement abonné au séminaire vidéo gratuit que j'anime également. Nous en avons déjà préparé plus d'une centaine, donc vous aurez de quoi faire pour les 6 prochains mois à 1 an. Et maintenant, revenons à nos IA de ZIA. Combien de temps les États-Unis contrôleront-ils le Venezuela? Il a répondu « Seul le temps le dira ». Les États-Unis estiment pouvoir gérer le Venezuela en exploitant son pétrole, et ce depuis des années. Un nouvel élément s'ajoute à cette intrigue. Au cours des dernières 24 heures, les États-Unis ont saisi 2 pétroliers liés au Venezuela. L'un était chargé d'environ 2 millions de barils de pétrole brut et l'autre était un pétrolier que les États-Unis poursuivaient déjà depuis 2 semaines. Alena Trine de Cable News Network est en direct de la Maison-Blanche avec plus d'informations ce matin. Qu'as-tu appris d'autre? L'interview? Alena? Oui, je pense que c'était une interview très intéressante. Kate, elle a duré plusieurs heures. Comme l'a écrit le New York Times. Voyez, il y a un aspect féerique. Les États-Unis déplacent un groupe de frappe vers les frontières de l'Iran. Israël est en état d'alerte Delta, comme je l'ai déjà signalé, en Irak, près des frontières de l'Iran. Il y a toute une situation avec les opérateurs Delta Force dans cette région en ce moment, Delta Force. La Delta Force américaine, qui comme on le sait a capturé Nicolás Maduro au Venezuela, déploie maintenant ses troupes au Moyen-Orient, caille au-delà de la frontière iranienne. Plus d'une douzaine d'avions de transport stratégiques américains ont traversé l'Atlantique vers l'Europe et le Moyen-Orient. Mais aussi de nombreux hélicoptères de transport pilotés par les chasseurs de nuit américains, une unité d'élite qui apparemment a amené les commandants de la Delta au Venezuela. La situation s'aggrave très rapidement. Nous avons également un message spécial du gouvernement des États-Unis au peuple iranien. La Delta Force est désormais déployée au Moyen-Orient et les Rangers et forces aéroportées d'Europe sont aussi rapidement redéployés. Actuellement, les États-Unis ainsi que les pétroliers ravitailleurs britanniques se dirigent vers cette région, sous-titre d'Imator-Zok. Les pétroliers ravitailleurs en provenance d'Angleterre se dirigent maintenant vers la région, tandis qu'on n'entend toujours pas de mouvement de la 5e flotte américaine responsable de la sécurité du transport du pétrole et de tout le reste. Dans le golfe Persique et aux alentours, les bases militaires sont ouvertes aux grévistes. Il y a des armes et des réserves de nourriture. Plusieurs bases du corps ont été prises. « 2023 ». Donc, comme je l'ai déjà dit, la journée d'aujourd'hui a commencé très tôt. Et en fait, Internet en Iran est actuellement complètement coupé, totalement déconnecté, donc c'est incroyable. Auparavant, le régime iranien avait décidé de ralentir extrêmement la connexion Internet afin qu'il puisse encore y avoir accès, le régime lui-même et ceux qui avaient besoin de savoir ce qui se passait. Mais maintenant, ils ont officiellement isolé tout le pays, y compris leur propre régime, du reste du monde. Et les utilisateurs iraniens de téléphonie mobile sont maintenant également complètement coupés du réseau. Et ceux qui ont accès à Starlink, eux, ils seront tranquilles. Selon le prince héritier, il y a quand même des centaines de milliers d'appareils Starlink en Iran qui ont été introduits en contrebande. La situation se tend davantage à l'approche de 20 heures, heure locale.
C'est un moment clé que le prince héritier a annoncé ces derniers jours. Mais bien sûr, nous essaierons quand même de vous apporter toutes les dernières nouvelles de l'intérieur du pays, même si c'est avec un léger retard. Comme l'a indiqué le Crown Prince, 200 000 téléphones Starlink de Musk ont bien sûr été introduits clandestinement dans le pays. Et la coupure d'Internet n'a pas empêché les organisateurs des émeutes et des soulèvements de coordonner leurs actions et de recevoir des nouvelles. Les membres des familles des gardiens de la Révolution ont demandé l'asile en France. La majorité des membres, surtout la haute direction, sont présents là où vit une grande communauté musulmane en France. Les Iraniens sont en fait indignés. Les Iraniens sont indignés que l'Europe leur accorde ou envisage de leur accorder des visas. D'accord. Quelqu'un a dit que les familles du corps des gardiens de la révolution islamique devraient rester là où elles sont. L'Europe n'en a pas besoin et n'en veut pas. Elles ont détruit leur pays, qu'elles restent et réparent les choses. Non, ils ne doivent pas, Marc. Ils ne doivent pas rester et réparer. Ils doivent rester, être jugés et aller en prison. Non, aucun de nous n'a besoin que le corps des gardiens de la révolution islamique vienne réparer quoi que ce soit. C'est exact, c'est comme chez nous, aux États-Unis. Nous ne voulons pas que nos voleurs partent vivre avec l'argent volé. Nous voulons qu'ils soient traduits en justice et qu'ils rendent tout d'abord immédiatement tout ce qu'ils ont volé. Qu'ils aillent en prison et y travaillent pour subvenir à leurs besoins plutôt que de manger et regarder la télévision à nos frais. Certains hauts responsables iraniens, surtout du clan réformateur, commencent à passer de l'autre côté, c'est-à-dire du clan réformateur. Le président Massoud Pezeshkian, chef de la République islamique, voit une partie de son entourage rejoindre des services étrangers et des mouvements d'opposition. Ce clan mafieux est impliqué depuis des années dans le trafic de drogue avec les mafias colombiennes, vénézuéliennes et mexicaines, ainsi que dans le trafic d'armes, la prostitution et d'œuvres d'art. Mais nous voyons que depuis exactement 24 heures, plusieurs personnalités éminentes du camp réformateur ont demandé des visas. Ils tentent d'obtenir des visas français pour leurs familles en France via un avocat parisien. Eh bien, je vous pose la question. En effet, depuis plusieurs années, ces réformateurs entretiennent des relations très bonnes et très étroites avec, les ministères des Affaires étrangères de la France, en commençant essentiellement par la France elle-même. La France a été généreuse et accueillante depuis 1978. En octobre 1978, l'ayatollah Khamenei, fondateur de la République islamique d'Iran, visitait Naufle-le-Château. Et il est également retourné en Iran à bord d'un avion de la compagnie Air France. Bien sûr, vous avez compris. La France a aidé les ayatollahs à prendre l'Iran en main d'une poigne islamiste. Pourquoi et dans quel but ? Souvenez-vous, j'ai déjà dit que les socialistes et les islamistes, ce sont en quelque sorte les deux faces d'une même pièce, à savoir le contrôle total sur les âmes et les biens, bien sûr des sujets. Aussi étrange que cela puisse paraître, ils ont des objectifs très proches. Et surtout, les uns comme les autres invoquent une certaine justice supérieure pour priver de liberté et de biens. Ils l'appellent différemment. Certains l'appellent Allah, d'autres l'appellent la conscience et l'honneur. Quelque chose d'autre encore, la morale, en remplaçant complètement ces noms par leurs propres incantations religieuses. Chez ceux qui en fait produisent ces biens, ils les leur prennent. Et la liberté, ils la prennent simplement à tout le monde. Comme on le sait, nous n'avons pas reçu la liberté de l'État, mais du Seigneur Dieu, et donc, quand ils nous l'enlèvent, ce n'est pas sans importance. Ils croient en leur Dieu, ils ne croient pas en leur Dieu, mais en réalité, ils croient tous et ne croient pas en même temps. Donc les mollahs et les socialistes, c'est la même fausse monnaie, ils la regardent simplement de différents côtés. Qui donc aidera le Venezuela, l'Irak, Cuba, la Colombie et les autres fascisto-socialistes, communistes et slavistes ? Sous-titre. La Russie ne peut pas leur venir en aide, sauf en leur fournissant des armes. Nous savons qu'au moins 5 avions de transport russes sont entrés en Iran ces derniers jours avec une cargaison inconnue. La Syrie, un autre allié de l'Iran, est déjà tombé et l'Iran n'a pas d'autres alliés dans la région. Il est peu probable, ou du moins cela semble être le cas pour l'instant, que la Chine se précipite au secours de l'Iran. Ainsi, nous assistons à une situation qui se déroule sous nos yeux, où l'Iran est plus isolé que jamais, plus faible militairement que jamais.
Après que l'opération Minuit Marteau ait complètement détruit leur programme nucléaire, mettant hors service Fordo, Natanz et Ispahan, Fordo et Natanz ont été frappés par des bombes anti-bunker de 30 000 livres et Ispahan a été attaqué par de nombreux missiles de croisière. Souvenez-vous des missiles de croisière, car nous y reviendrons bientôt. Nous observons donc ce qui pourrait être. Je n'affirme pas que c'est certain, mais ce qui pourrait évoluer vers une issue très probable lorsque le régime à Téhéran, Khamenei et ses complices seront forcés de s'envoler vers la Russie. Khamenei en France. Il ne veut pas, il veut aller voir les filles. On lui a dit qu'elles sont vierges. À Moscou, et il a raison, ailleurs dans le monde, Trump le retrouvera. Cette tyrannie de 47 ans, je n'ai pas envie de le dire, mais leur situation est vraiment mauvaise, comme vous le savez sûrement mieux que quiconque. Et je leur ai fait comprendre que s'ils commencent à tuer des gens, ce qu'ils font habituellement pendant leurs troubles, ils ont beaucoup de troubles. S'ils le font, nous les frapperons très durement. Des dizaines de personnes ont déjà été tuées. Je sais que vous n'établissez pas de ligne rouge, mais leur avez-vous indiqué quelle est la limite de votre patience? Certains sont morts, comme vous le savez, à cause du contrôle des foules et d'autres raisons que nous surveillons de près. Les foules étaient si grandes qu'il y a eu 3 bousculades mortelles. Je ne suis pas certain qu'on puisse en tenir quelqu'un responsable. Mais ils le savent et on leur a dit très strictement, même plus strictement que ce que je vous dis maintenant, que s'ils le font, ils devront en payer le prix. Ainsi, le président Trump confirme une fois de plus son intention de bombarder l'Iran pour soutenir les manifestants. Il suffit alors de promettre, et le fait de savoir que celui-ci ne lance pas de paroles en l'air suffit déjà à arrêter le sang, le meurtre. Nous avons 2 options que nous pourrions envisager ici. Les missiles Tomahawk tirés depuis des sous-marins, comme lors de notre frappe sur Ispahan, sont donc des Tomahawk. Nous pourrions utiliser cela pour frapper des cibles en Iran, en les lançant depuis des sous-marins patrouillant en permanence au large des côtes iraniennes. Ce que nous attaquerions, ce seraient des installations militaires, des installations du corps des gardiens de la révolution islamique, des installations du corps des gardiens de la révolution islamique, des installations gouvernementales. On peut les frapper avec des missiles de croisière, si on le souhaite. Mais ce n'est pas la seule option sur la table. Une autre option serait peut-être une frappe avec un bombardier furtif. Nous pourrions utiliser un bombardier furtif. Nous pourrions les frapper durement où qu'ils soient. Leur défense aérienne, affaiblie par l'opération Minuit Marteau, ne rivalise pas avec la furtivité américaine. Nous pourrions donc utiliser des F-22, F-35 et B-2. Regardez cet avion magnifique, vraiment magnifique. Nous pourrions entrer et les frapper aussi, ce qui serait tout simplement énorme si nous le faisions. Donc, selon le modèle de l'opération Minuit Marteau, il y a 2 options. Mais cette fois, il ne s'agit pas de frapper les usines, mais les quartiers généraux et la direction, c'est-à-dire les clercs d'Iran et le corps des gardiens de la révolution islamique. Décapiter, comme on dit, la résistance, donner l'ordre à l'armée, mais qui peut donner l'ordre à l'armée? Le Shah Crown Prince s'emparer des bases militaires, des postes de commandement, des communications et, en général, de tous les bâtiments gouvernementaux. Après quoi tout sera terminé. Ou bien donner le feu vert à Netanyahou et détruire toute la défense aérienne de l'Iran juste au cas où. Cuba, oui ou déjà, mais... Quelque chose de monumental se passe dans le pays Cuba. Il se passe quelque chose de monumental et on voit clairement les empreintes du président Trump là-dedans. À 90 miles des côtes de Floride, un vestige communiste de la guerre froide est au bord de l'effondrement. Tout cela parce que le président Trump a accompli quelque chose d'une telle ingéniosité stratégique que même les experts militaires s'interrogent sur sa méthode. Messieurs, comme vous pouvez le voir, il est insensé de regarder mes vidéos à moitié. Je développe les sujets, je montre le lien entre les uns et les autres. Si quelque chose s'est passé au milieu et que vous avez décidé que tout était déjà clair, je me permets de vous assurer du contraire. Les actions de Donald Trump et les événements mondiaux connaissent que de nombreux rebondissements, qu'il faut passer au dessin animé Matcha et l'ours seulement après avoir fini de regarder, et non pas avant la fin. Alors quoi, où ça va? Ce que je vous montre bouge parce que parfois ça bouge de façon totalement inattendue. Encore une fois, ce qui s'est passé il y a presque une semaine. En 2 heures et 20 minutes, 150 avions américains ont mis hors service les systèmes de défense aérienne du Venezuela, de la Russie et de la Chine. Ils ont évacué le dictateur trafiquant de drogue protégé par les troupes cubaines et ils ont radicalement changé l'équilibre des forces dans l'hémisphère occidental sans perdre une seule vie américaine.
Eh bien, comme il est maintenant clair, ce n'était que le premier coup E2, E4 de la politique internationale de Trump, la suite. Nous avons parlé de la façon dont cela affectera la Chine, la Russie, la guerre en Ukraine. Mais Cuba a déjà ressenti la douleur du coup. Ils n'ont plus de source de pétrole. Pratiquement gratuitement, et le financement de leurs frères sociologues de Caracas. Il s'est avéré que le Venezuela fonctionne un peu comme une reine capturée qui est maintenant repositionnée comme une base opérationnelle avancée pour un pays rival et qui est dans sa ligne de mire pour la prochaine prise de contrôle. La tour Cuba. Depuis 1999, Cuba vivait grâce au pétrole vénézuélien. Hugo Chavez envoyait quotidiennement 100 000 barils. Nicolás Maduro a poursuivi cette coopération. En un an, le Venezuela a injecté 60 milliards de dollars dans l'économie cubaine. En échange, Cuba a envoyé des médecins et des conseillers militaires et, ce qui est extrêmement important, des forces de sécurité qui ont aidé Maduro à rester au pouvoir. En fait, sans ce pétrole, Cuba n'aurait tout simplement pas d'économie. Hugo Chavez, Hugo Chavez, Hugo Chavez, Hugo Chavez. Le Mexique, le deuxième plus grand fournisseur de Cuba, a déjà réduit ses livraisons de 22 000 barils par jour à 7 000 après la visite de Rubio à Mexico en septembre. Où Cuba ne se tourne-t-elle pas? Eh bien, la Russie fournit environ 5 500 barils par jour. Mais augmenter ce chiffre ne ferait que mettre en péril les négociations avec les États-Unis sur l'Ukraine. Cuba connaît une récession pour la 6e année consécutive et l'inflation est devenue incontrôlable. Un Cubain ordinaire ne peut ni chauffer sa maison ni nourrir sa famille. Et maintenant, ils sont sur le point de perdre la seule chose qui maintient littéralement la lumière et le président Trump voit déjà ce qui se passe. Cuba semble prête à tomber. Je ne sais pas comment ils vont pouvoir tenir, mais Cuba n'a plus de revenus maintenant. Tous leurs revenus provenaient du Venezuela, du pétrole vénézuélien. Ils ne reçoivent plus rien de tout cela. Et Cuba est littéralement prête à tomber. Et il y a beaucoup de merveilleux cubano-américains qui en seront très heureux. Les Américains d'origine cubaine seront heureux, mais la Russie, la Chine, la Corée du Nord ne le seront pas du tout. La Russie envoie régulièrement des navires de guerre dans la région des Caraïbes et à Cuba. Depuis 1924, des groupes de plusieurs navires de guerre font escale à La Havane, y compris même un sous-marin nucléaire. Un jour, sur fond de crise actuelle, la Russie déplace plusieurs unités de sa flotte de guerre vers Cuba. Mais cela ne ressemble même pas de près à une force qui voudrait se mesurer à l'armada des États-Unis, qui s'est dressée sur la route de tous ceux qui veulent amener quelque chose dans les eaux cubaines. La dernière fois que Cuba a perdu son État protecteur, c'était après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991. Il lui a fallu 4 ans pour toucher le fond. Cette fois, de nombreux analystes prédisent que Cuba s'effondrera déjà au cours de cette année. Ce n'est pas parce que nous y avons envahi, mais parce que nous avons cessé de soutenir le dictateur qui, à son tour, les soutenait. Ce qu'il est si important de comprendre ici, c'est que Donald Trump ne considère pas Cuba à travers un prisme académique ou diplomatique. En tant que promoteur immobilier et intermédiaire influent, il voit l'emplacement, les leviers d'influence et le symbolisme de Cuba. Situé à l'intersection des routes maritimes, à l'entrée d'une baie aux frontières sud de l'Amérique, Cuba représente une question géopolitique complexe. Lorsque Donald Trump parle de Cuba et du Venezuela, il réaffirme la domination de l'Amérique dans l'hémisphère occidental, rappelant au monde que cela reste l'arrière-cour de l'Amérique. Mais nous revenons à la doctrine Monroe que Donald Trump a modernisée. Nous avons notre zone de production là-bas, et nous ne voulons pas de missiles chinois ou russes, nous n'en voulons vraiment pas. Oui, on peut me dire, mais Vladimir Poutine a attaqué l'Ukraine pour la même raison. C'est déjà ce qu'on a dit. En quoi êtes-vous alors meilleur que lui, messieurs? Il fallait partir d'Afghanistan, ça suffit, on y était resté 20 ans, mais est-ce que cela veut dire que le départ était justifié? Mais qu'est-ce que cela signifie? On pouvait faire autrement.
on pouvait agir intelligemment, ou alors à la manière de Biden, on pouvait fuir, laisser là-bas des armes pour des milliards et abandonner ceux qui nous ont aidés, les laisser complètement à leur sort. Oui, de même, je comprends la raison du mécontentement de la Russie. Elle a peut-être raison, n'a peut-être pas le droit, mais personne n'a encore réussi à l'arrêter. Comme on dit, elle a attaqué, mais la façon dont elle l'a fait, c'est horrible. La façon dont elle l'a fait, c'est horrible parce qu'un nombre énorme de personnes sont mortes. Des enfants sont morts, des femmes sont mortes, des villes ont été détruites, des jardins d'enfants ont été bombardés, des hôpitaux aussi, c'est horrible, tout cela. Tout cela peut toujours être fait, c'est toi qui choisis comment le faire. Maintenant, la résistance des Arabes à Israël. Eh bien, je peux comprendre, je ne la justifie pas vraiment, je pense qu'elle n'est pas justifiée, mais je peux la comprendre. On ignore l'histoire, on constate un fait actuel qui nous déplaît, donc on résiste. Mais bombarder des immeubles résidentiels, des jardins d'enfants, et même tirer sur Israël depuis le territoire de sa propre école ou de son hôpital, en sachant que la riposte d'Israël viendra en retour. Là d'où a été lancée cette roquette, ou autre chose. C'est-à-dire dans l'école et l'hôpital où il y a des enfants malades. Oui, c'est ce qu'on appelait en Israël la méthodologie arabe. Aucun Israélien n'exposerait ses propres enfants ou ceux des autres. D'ailleurs, c'est aussi une riposte de l'ennemi. On ne peut même pas imaginer une chose pareille. Ils font ça constamment, c'est vu comme génial. Les Russes leur ont appris. D'ailleurs, pour que ce soit clair, oui, lors des cours de tir près de Moscou, on leur apprenait aussi comment détourner des avions, et aussi à faire ça, placer des enfants, des femmes entre eux, passer les fusils à travers et tirer depuis là. Voilà, les Russes, les islamistes, en fait tous les collectivistes, pour atteindre leurs objectifs, ils n'hésitent absolument pas à sacrifier. Disons-le ainsi, ils peuvent sacrifier leur propre mère, c'est certain. Leur mère, tu comprends. Alors qu'une personne normale n'a qu'une seule mère, et n'importe quel nombre de leurs enfants, de leurs parents, de tous leurs frères et sœurs. Ils ont une autre attitude envers la vie, simplement une autre attitude envers la vie. Les Juifs aiment la vie, tandis que les islamistes aiment la mort, c'est simplement une autre culture et une autre façon de penser. Je ne peux pas les comprendre, eux, ça, et eux ne peuvent pas comprendre ça. Le nôtre, oui. Mais les Russes sont différents. Complètement, ils sont totalement différents, pas comme les islamistes. Ils détestent et craignent tout ce qui est étranger. Tout ce qui est différent, ils n'aiment pas ce qui est autre, mais ils font semblant, ayant honte bien sûr de cette peur. C'est clair, oui, qu'ils ont là-bas des liens sacrés, comme ils les appellent, une morale particulière, ils se considèrent non même supérieurs à la race nordique des Allemands. Là-bas, les Russes sont de terribles racistes, les Russes sont de terribles racistes. Absolument. En réalité, tout cela vient d'un sentiment d'infériorité. C'est, si je puis dire, une psychologie bon marché, excusez-moi. Et c'est aussi un trait fondamental et un problème des Russes. Ajoutez à cela une jalousie sombre, lourde, presque mongole, et vous obtenez un joli petit assortiment, un bouquet qui emplit la Grande Russie, ou, comme on l'appelle, la Russie. Non, pas la Russe, c'était Kiev, Moscou, la Moscovie, comme disent que les Ukrainiens. La Moscovie de Moscou jusqu'aux confins, oui, mais d'ailleurs, les Ukrainiens sont différents, oui, comme des cousins, presque proches, mais ils n'ont pas ce côté mongol. C'est beau, oui, mais oui, à peine, oui, Slava Zayoneyen avec vous maintenant, c'est stupide. Non, fais-le, essaie, transmets-le à un tel institut, eh bien oui, la communauté, eh bien oublie. Rien de mal, oui, bon. La suite suit la doctrine Monroe. En ce qui concerne Donald Trump, Cuba est un vestige de l'époque de la guerre froide, une relique d'un monde qui n'existe plus, et en tant que tel, Cuba représente, pour être franc, une affaire inachevée. Si le monde est officiellement passé de l'époque de la guerre froide à une nouvelle ère civilisationnelle, où des États civilisationnels émergents comme la Russie, la Chine, l'Inde et les États-Unis dirigent leurs hégémons régionaux, alors il n'y a absolument aucune justification pour que ce vestige de l'époque soviétique continue d'exister. Pour être honnête, nous en avons vraiment assez de Cuba. Il y a un mot russe pour ça. Elle nous dégoûte depuis longtemps. Mais ce n'est plus un adversaire depuis longtemps. Ce n'est même plus une épine ou une poussière dans l'œil, c'est juste une fosse sceptique puante où vivent les proches de certains de nos citoyens.
La suite, c'est tout. Et bien sûr, il faudrait normalement l'enterrer, la raser comme Gaza, et y construire une zone de villégiature, la plus cool de la planète, comme ça l'a été à une époque. Eh bien, les cocos gênent, et parfois ils crient quelque chose d'incompréhensible, du genre « à bas l'impérialisme », mais tout bas pour que personne n'entende, alors qu'en réalité, ils crèvent de jalousie, ils crèvent vraiment de jalousie, on n'y peut rien. La population de l'île rêve de la Floride, et un habitant sur 2 voudrait régler personnellement ses comptes avec tous les membres. Ils vont s'approcher d'Ampartii, Cube. Pourquoi construisons-nous une haute clôture, donc il n'y a pas de Cubains autour du périmètre de notre monde, nous voulons la construire un peu plus loin. C'est pourquoi il faut nettoyer tout ce que nous avons jusqu'à la clôture. Il faut enlever le chardon, oui, notre potager doit être sans chardon. D'ailleurs, c'est exactement ce que nous faisons. Mais pourquoi faisons-nous cela? C'est ça le plus intéressant. Nous sommes enfin arrivés à la forteresse appelée Amérique. Si après la Seconde Guerre mondiale et le déclin des civilisations européennes, le monde était bipolaire, si, temporairement, à la suite de la victoire dans la guerre froide, le monde a essayé de vivre, comme on dit, sous un seul chef, eh bien c'est l'ère de Trump. Elle a marqué le passage à un monde divisé en sphères d'influence, et la façon dont les autres vont créer leur propre sphère n'est absolument pas l'affaire des États-Unis. Mais nous, les États-Unis d'Amérique, nous allons quand même y participer, du moins au début. Mais en ce qui concerne notre propre cours, nous allons l'entourer d'une telle clôture et rendre notre armée si puissante que personne n'osera même penser à s'immiscer dans notre monde américain. Je répète, le Groenland, le Canada, l'Alaska, l'Amérique continentale jusqu'au canal de Panama, le bassin des Caraïbes et tout ce qui se situe dans un rayon de 2000 miles des frontières américaines. C'est notre, comme on dit, terrain, et c'est sur ce terrain que nous voulons jouer nous-mêmes. Nous ne possédons pas tout cela, nous n'en avons pas l'intention et nous n'allons même pas essayer, mais nous sommes responsables de ce qui s'y passe, et personne n'osera venir ici avec ses propres règles, personne n'osera, sinon il le regrettera amèrement. Ici, nous faisons croître la prospérité, ici nous construisons un monde de liberté, de marché libre et de capitalisme à visage humain. Si vous le souhaitez, ici ce sera libre, avantageux, sûr, et ici tous ceux qui aspireront à quelque chose pourront l'atteindre. Et dehors, d'accord, dehors la Chine prend de l'ampleur, la Russie aussi, excusez-moi, prend de l'ampleur, l'Inde prend de l'ampleur, le Pakistan prend de l'ampleur dehors. La Turquie veut emmener le monde musulman quelque part, tandis que l'Arabie Saoudite veut l'emmener dans un endroit complètement différent. Et là-bas, il y a aussi le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, le Vietnam et d'autres, qui d'autres encore, pour ainsi dire, et d'autres comme la Malaisie, où là-bas, Dieu sait, et les Laotiens vont résister à la Chine. Ainsi, une nouvelle redistribution du monde débute. Nous ne souhaitons simplement pas y prendre part. Là-bas, ça bouillonne dans leur partie du monde, parce qu'ils ne sont pas encore mûrs pour le monde libre, ils ne sont pas encore mûrs pour la liberté. Même s'ils vivent sans doute civilisés depuis bien plus longtemps, c'est ainsi que cela s'est passé. Comment parler de Lévi, ce même Lévi Madvi, ou Lévi Madvi comme dans Maître et Marguerite, Lévi Madvi, Lévi Madvi, c'est ainsi qu'on l'appelait. Oui, il ne parle pas du maître, il dit n'avoir pas mérité la lumière, mais la paix, c'est ce que Yahshua a demandé de transmettre à Satan Béelzébuth. Ainsi, les Européens, les Asiatiques, l'Afrique et la majorité du Moyen-Orient n'ont pas mérité la paix. Ils n'ont pas mérité la société. La règle d'or, ou comme l'appelle Trump, l'âge d'or de l'Amérique. Les sous-titres doivent encore mûrir et errer 40 ans dans le désert. Oui, messieurs, ils devront errer 40 ans dans le désert des sous-titres. Pour Israël et les petits frères arabes, Trump a créé un modèle appelé les accords d'Abraham. Et en s'unissant et en oubliant leur rancœur, ils peuvent eux aussi construire leur part du monde, protéger des batailles, des futures guerres d'Asie, d'Europe et d'Afrique. Vous voyez, les sunnites, les perses, les juifs peuvent créer leur propre formation, les enfants d'Abraham, et offrir à leur population un avenir différent de ces 6000 ans de guerre ininterrompue, de destruction et de massacre.
Aujourd'hui, contrairement à il y a même 200 ans, un chef offensé ne va pas simplement massacrer 200 membres d'une autre tribu en envoyant ses guerriers dans leur village, il peut anéantir 200 millions d'habitants d'un pays voisin, en appuyant sur un bouton entre 2 tasses de café et sans vraiment se fatiguer. Pour autant, je ne peux pas prédire ce que donnera ce nouveau modèle, mais un nouveau modèle du monde est en train de se construire. On n'y peut rien, peut-être rien du tout. Mais il suffit simplement de continuer à faire la même chose qu'avant et d'espérer que quelqu'un un jour appuiera sur ce fameux bouton. Cela ressemble à une partie de roulette russe. Est-ce que ce pistolet ne va pas me tirer une balle dans la tempe? Et quand la suite viendra, est-ce que ce pistolet me tirera une balle dans la tempe? Donald Trump est en fait le premier, à ma connaissance, à être passé de la construction d'un modèle théorique à la pratique. Et je suis extrêmement curieux de vivre assez longtemps pour voir ce que cela va donner. Eh bien, sinon, messieurs, si je ne survis pas, alors survivez, s'il vous plaît, et ensuite racontez-moi. Au revoir.